On recommence. Bienvenue à toutes et tous. Donc, notre émission s'appelle Le Fil Rouge. C'est notre nouveau programme que nous vous présenterons régulièrement à l'UGICT qui permettra de décrypter avec des invités ou avec des camarades des syndicats l'actualité syndicale, politique, économique, sociale dans le pays. Et on tiendra ça plusieurs fois par mois. On espère pouvoir organiser ce format. Aujourd'hui, on va parler du budget. Vous avez vu que ça occupe l'essentiel de l'actualité politique. Certains parlent même de crise politique. Pour cela, je suis en compagnie de Marie Plat, co-porte-parole du collectif Nos Services Publics et fonctionnaire territorial. Marie, bonsoir. Bonjour. D'ailleurs, on va se tutoyer si ça vous embête pas. Sur C'est Twitch, bon. on se tutoie et puis entre camarades. Arnaud Bontemps, co-porte-parole du collectif Nos Services Publics et fonctionnaire d'État. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Agathe Leberder, donc je le disais, secrétaire général adjoint de l'UGIC-CGT. Bonsoir. Et enfin, Fabien Dampenon, membre de la direction de l'UGICT et membre de l'Union fédérale CGT des syndicats de l'État. l'UFSE. Bonsoir. Alors, c'est la CGT, hein, donc on a 4 micros ce soir. Il y a une table qui va se le partager. On fait avec les moyens du bord, mais l'essentiel de la qualité, c'est dans le contenu des interventions et non dans le matériel. Alors, pour introduire ce débat, le gouvernement Bayrou a annoncé au cours de l'été un plan d'austérité budgétaire sans précédent sous la Ve République, 43,8 milliards d'euros de coupes budgétaires, c'est énorme. Le but étant de ramener le déficit à 4,6% du PIB. L'ensemble des mesures qui ont été présentées aux Français et aux Françaises ont créé un énorme vent de colère à la rentrée. Vous avez évidemment entendu parler de la mesure des 2 jours fériés, mais il y en a eu d'autres, des coupes budgétaires extrêmement importantes. Résultat, des journées d'action largement suivies. On parle de plus de 2 millions de personnes dans la rue à la rentrée. Pour une rentrée sociale, c'est du jamais vu depuis de nombreuses années. Vous connaissez la suite également. Le gouvernement Lecornu a été mis en échec, à la fois par ce qui se passe à l'Assemblée, mais aussi par la mobilisation citoyenne. Et un deuxième gouvernement a dû être reformé à la va-vite. Et on est en plein dedans. Les ministres ont à peine été annoncés. Aujourd'hui, on ne va pas être là pour commenter cette analyse politique-là en soi. Il y a bien assez d'offres dans nos médias, à la télé, sur BFM, sur France Info, etc., pour en discuter. Nous, on va prendre sur un autre prisme, le prisme syndical, le prisme des experts, expertes des services publics, pour parler vraiment du budget, comment il fonctionne, quels sont les enjeux pour les salariés, pour le monde du travail. Mais avant ça, je vais laisser Camille en régie lancer l'introduction. Et donc, nous revoici. Alors, je vais me tourner d'abord vers le collectif Nos Services Publics. Je vous laisse gérer entre vous qui c'est qui répond. Vous pouvez vous couper la parole entre vous, faites comme vous voulez. Vous considérez dans votre collectif qu'il y a un enjeu de pédagogie autour des questions budgétaires. C'est vrai qu'on a l'impression quand on regarde la télé que on est simplement en train de gérer un discours, enfin un tableau comptable, quoi, qu'il n'y a pas d'alternative, que les politiques austéritaires, c'est un choix qui s'impose. Vous dites plutôt l'inverse, que au contraire, tout ça, c'est très politique et qu'il y a des marges de manœuvre. Je vous laisse nous raconter un peu tout ça. D'une certaine façon, en fait, le budget, c'est même l'origine de la République. Ça trouve ses origines dès la Révolution française. C'est un des principaux déclencheurs de la Révolution française. C'est une crise budgétaire, si on peut dire ça comme ça. Au XVIIIe siècle, il y a le peuple qui paye, mais c'est le roi qui décide. Et encore, quand on dit le peuple paye, en réalité, c'est le tiers-État qui paye et la noblesse et le clergé sont exemptés d'impôts. Et donc, la Révolution française, c'est une forme de reprise de pouvoir là-dessus. C'est le peuple, le tiers-État, qui se constitue en Assemblée nationale, qui dit bonjour, nous sommes l'Assemblée nationale, et maintenant, on veut décider. Euh, et donc, ça paraît un peu bizarre mais de se dire le budget, c'est une forme de droit fondamental, mais pourtant, c'est bien ça, et c'est un des des premières revendications politiques qui émergent, un acte politique par excellence, et une demande de vote démocratique là-dessus. Et c'est encore illustré aujourd'hui enfin, ça a été illustré très tôt, dès 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À l'époque, c'est 100% au masculin. Euh, donc, tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement, la durée. Il
il y a trois parties particulièrement importantes. Il y a d'abord cette nécessité de la contribution publique. C'est on ne paye que ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui sert directement. Tout l'argent public est utilisé tous les ans pour, produire du service public, euh, que ce soit de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'inspection du travail, des services sociaux, etc. Et puis deux, c'est utilisé dans des formes de redistribution, qu'on appelle des fois techniquement des transferts. Et donc on prend à certains pour redonner à ceux qui ont besoin d'un logement avec les APL, à ceux qui ont des enfants avec les allocations familiales, etc. etc. Donc c'est la première chose, c'est la nécessité de l'impôt. La deuxième, c'est le consentement, c'est ce que je disais sur l'acte politique, et il est annuel. Tous les ans, il y a le Parlement qui est amené à voter. Et puis le troisième, c'est le suivi de l'emploi. C'est une forme de transparence nécessaire, indispensable. Il y a des institutions, la Cour des comptes par exemple, qui tous les ans sont chargées de rendre des rapports sur ce qu'on a fait de l'argent public l'année dernière. Et c'est une dimension là aussi démocratique hyper importante. Il n'y a pas que le vote en amont, il y a aussi en aval, aller regarder qu'est-ce qui a été fait réellement de l'argent public. Et du coup, là-dessus, très brièvement, c'est super important d'avoir cette idée que c'est un acte politique parce que ça fait quelques années qu'on essaye de nous vendre le budget comme étant uniquement un petit objet technique. Il y aurait un budget raisonnable par nature et d'autres personnes qui seraient trop extrêmes, qui voudraient faire des choses qui sont en réalité infaisables. Or, c'est tout à fait erroné. Il s'agit de choix et les députés et nous, en tant que citoyennes et citoyens, on est tout à fait libres et dans notre bon droit de demander, d'exiger un budget différent. D'ailleurs, étonnamment, j'ai l'impression, une déconnexion entre le discours politique et la réalité de ce que perçoivent les Français et les Françaises, parce que j'ai l'impression quand même que les travailleurs et travailleuses ont bien compris que le budget, c'était politique, et c'est justement pour ça qu'il y a des mobilisations dans la rue qui sont absolument énormes. Justement, je me tourne vers vous désormais, les camarades de l'UGICT. Est-ce que vous pouvez, quel bilan vous tirez aujourd'hui de cette mobilisation énorme à la rentrée? Oui, on a eu une rentrée sociale hors norme voilà, pour ces dernières années, bien que ça fait plusieurs années quand même que les syndicats tirent la sonnette d'alarme sur les questions de budget de l'État, budget de la sécurité sociale. Il y avait déjà eu une grande mobilisation suite au mouvement social sur la réforme des retraites. En octobre 2023, il y avait eu une grande mobilisation en France et dans d'autres pays européens sur la question de l'austérité, puisqu'elle est en fait à l'agenda de la plupart des pays d'Europe. Et donc là, c'est surtout le montant des sacrifices qui étaient exigés des salariés, des personnes malades, des retraités, qui était délirant et qui a conduit à ce très fort niveau de colère. Ce qu'on remarque dans les entreprises, c'est qu'il y a aussi des mobilisations qui se lancent sur les questions de salaire, sur les questions de conditions de travail, aussi sur les questions d'emploi, puisqu'on est dans une période très très dure avec un phénomène de désindustrialisation sur lequel l'État ne reprend pas du tout la main. Et s'agissant des salariés qualifiés à responsabilité, des mobilisations fortes là aussi, avec des attentes fortes sur les salaires. Il y a récemment eu une étude de Terra Nova et de l'APEC qui a été publiée, qui a montré que les professions intermédiaires et les cadres étaient très en colère sur leur niveau de rémunération. Et puis des mobilisations aussi sur des sujets comme par exemple le télétravail, dans un contexte où les employeurs reviennent sur des droits qui avaient été accordés précédemment. Donc ça a conduit l'intersyndicale à se mobiliser dès le mois de juillet, dès les annonces en fait de François Bayrou, avec une plateforme revendicative commune, une grande pétition qu'il est encore temps de signer d'ailleurs, donc la plateforme stopbudgetbayrou.fr qui permet d'avoir accès à un décryptage des mesures qui étaient annoncées. Et puis la CGT a mis à disposition un simulateur pour comprendre les effets de ces mesures budgétaires qui ont été annoncées. Et aujourd'hui, la principale revendication de l'intersyndicale, c'est l'abandon de l'ensemble du projet de budget qui avait été présenté à la mi-juillet, et notamment l'abandon du doublement des franchises médicales, de l'année blanche, peut-être qu'on en reparlera, de l'annonce de la réforme de l'assurance chômage, des suppressions de postes dans la fonction publique, etc. Et puis, d'autres revendications sont portées aujourd'hui par l'intersyndicale. La question de la justice fiscale, on a beaucoup parlé ces derniers mois de la taxe Zuckman, mais aussi la conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises. Je pense qu'on pourra en reparler. Bon, ça va être évoqué par plusieurs personnes, à mon C'est avis. ça. Des moyens pour les services publics en général, et puis une protection sociale de haut niveau avec l'abandon de la réforme qui a conduit à porter la retraite à 64 ans, et un investissement dans la transition écologique juste et la réindustrialisation.
avec des mesures contre les licenciements. Voilà, donc ça, c'est aussi bien que cette question du budget, elle revienne sur le devant de la scène pour les salariés, pour les fonctionnaires, parce que c'est un sujet qui nous touche toutes et tous. On bénéficie des services publics, on va en reparler, mais c'est aussi les ressources qui sont allouées au budget viennent directement de notre Mm. travail. On en reparlera peut-être. Bah, justement, je vous propose qu'on en reparle tout de suite, même, Ça parce que je me marche. suis un peu perdu dans mon plan tout à l'heure, mais justement sur l'intervention des syndicats dans le budget de l'État, peut-être passer la parole à Fabien là-dessus. Pourquoi les organisations syndicales s'en occupent et surtout sous quel angle, sur les recettes notamment, les dépenses, comment vous faites? Alors d'abord, effectivement, très brièvement, un rappel historique pour compléter ce qui vient d'être dit sur le fondement de l'impôt et le civisme fiscal. On a parlé de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais l'article 13 nous dit quand même, et c'est fondamental aussi, que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Alors pourquoi? Parce que ça a été dit, la révolution de 1789 est en partie issue d'une colère fiscale. Pourquoi une colère fiscale? Parce que la fiscalité de l'Ancien Régime, il y avait beaucoup d'impôts indirects, on verra un petit peu brièvement ce que c'est, et il y avait comparativement très peu d'impôts directs, et ça veut dire que ça épargnait les privilégiés. Et bien sûr, la comparaison qui vient d'être faite avec la taxe Zuckman sur 2025 est éclairante. On est en train de vivre la même chose que l'injustice fiscale du 1789. Alors effectivement, en matière d'impôts, il existe trois types d'impôts. Les impôts sur le revenu, en fonction de ce que vous gagnez, vous payez des impôts. C'est l'exemple donc de l'impôt sur le revenu. Vous avez les impôts sur la consommation. L'exemple le plus connu, c'est la TVA. Lorsque vous consommez, vous dépensez votre argent, vous payez un impôt. Et enfin, les fameux impôts sur le capital. Par exemple, la taxe foncière, vous payez une taxe parce que vous possédez un appartement. Et dernière petite précision en matière d'impôts, il y a le fait qu'il y a des impôts directs. Un impôt direct, c'est quand l'impôt est supporté et payé par la même personne. Et après, vous avez l'impôt indirect. C'est quelqu'un qui le supporte économiquement, mais il est payé par quelqu'un d'autre. Et c'est l'exemple de la TVA. Parce que la TVA, elle est reversée à l'État par les entreprises, mais ce sont les particuliers au final qui la paient. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que quand on cumule tous les impôts qui sont supportés par les particuliers, les personnes physiques, c'est 75% du total des impôts. Rien qu'entre l'impôt sur le revenu et la TVA, ça représente 75% des recettes fiscales. Vous avez effectivement bien sûr des conséquences sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec différentes contributions, encore une fois assises sur nos salaires, en particulier la contribution sociale généralisée. Il y a effectivement, ouais, cette question des ressources, je pense que c'était bien que tu reprécises, Fabien, effectivement, comment se composait l'impôt. Il y a aussi le fait que le budget, il détermine aussi le niveau de salaire de plusieurs millions de personnes, 5 millions de personnes en Les l'espèce, les fonctionnaires. fonctionnaires, voilà. Et Euh, contractuel. Qu'ils soient voilà, titulaires ou contractuels. On parle des trois versants de la fonction publique. Donc, dans l'État, par exemple, les enseignants, enseignantes. Dans la fonction publique hospitalière, les infirmières sont très concernées par des enjeux de salaire trop faibles en ce moment. Et puis, dans la fonction publique territoriale, un autre exemple de métier, c'est les assistantes sociales, par exemple. Mm. Et en fait, ce qu'on sait sur le salaire des fonctionnaires, c'est que depuis 20 ans, ils ont baissé de 23% en euros constants. Ça veut dire que les gens ont juste perdu du pouvoir d'achat. Ils ne peuvent plus acheter aujourd'hui ce qu'ils pouvaient acheter précédemment avec le salaire, avec le traitement dont ils bénéficiaient. Et on a un vrai sujet dans de nombreux métiers à prédominance féminine. C'est pour ça que j'ai évoqué ces trois métiers-là, parce que c'est des métiers féminisés qui sont très déqualifiés et qui aujourd'hui subissent de plein fouet cette perte de revenus. La troisième raison pour laquelle un syndicat se préoccupe évidemment, et au premier chef la CGT, du budget, c'est parce que le budget de l'État, c'est des services publics dont on bénéficie. Et puis le budget de la sécurité sociale, c'est juste notre argent, c'est nos salaires et la façon dont on souhaite les utiliser. Et c'est particulièrement important d'y penser aujourd'hui, puisque il y a quelques jours, on a fêté les 80 ans de la sécurité sociale, qui est un système formidable qui permet de prévenir, de prendre en charge tous les moments de la vie, là où le salaire net qu'on touche tous les mois permet de répondre aux besoins de factures, de dépenses d'alimentation du mois, alors que la sécurité sociale répond aux besoins de toute la vie. La quatrième raison, c'est que les dépenses publiques, en fait, y compris dans ce qui est discuté dans le budget de l'État et de la sécurité sociale, elles concernent largement le secteur privé. Donc il y a énormément de salariés aujourd'hui du privé qui sont concernés par ce budget.
les salariés des associations, par exemple. Et on a vu ce week-end une grande mobilisation, hein, entre guillemets, ça ne tient plus, des associations, avec un monde associatif qui dénonce le fait qu'ils ont pas assez de trésorerie pour un tiers des associations aujourd'hui pour faire face aux dépenses et des dizaines de milliers d'emplois qui seraient menacés aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire. Et l'autre champ qui est concerné par des subventions publiques ou des budgets publics, c'est tout le secteur privé non lucratif, notamment dans la santé et l'action sociale, où là aussi on a d'énormes enjeux de salaires faibles. Et enfin, le troisième, mais en fait je devrais dire le premier, c'est la question des aides publiques aux entreprises. Enfin, ça a été un grand sujet d'actualité et c'est tant mieux qu'enfin on lève le voile sur ce sujet-là, mais ça représente 211 milliards en 2023. C'était 12 milliards en 1979, donc les sommes ont énormément augmenté. Et c'est ça aussi qui est débattu à l'Assemblée nationale, au Sénat, avec les budgets qui sont proposés par le gouvernement. 11 milliards sans contrôle ni contrepartie. On le rappelle. Hein. Justement, pour rebondir là-dessus, parce que pour qu'on y voit un peu clair dans comment se construit un budget, peut-être je passe la parole de ce côté-là de la barre, comme on dit. Un budget de l'État, ce sont des dépenses. D'ailleurs, le terme, on peut le discuter parce que parler d'investissement, on peut parler de prestations. Les dépenses d'un côté, les recettes, donc c'est ce qui va rentrer. Là aussi, on peut en discuter de la fonction des recettes, parce que quand on a 211 milliards d'euros, on enlève des recettes. Donc en fait, c'est un peu une dépense en quelque sorte, parce que ce sont des exonérations de cotisations. Et puis même dans le cadre de la sécurité sociale, on entend souvent parler de charges sociales, donc on a l'impression qu'il y a d'un côté les dépenses et de l'autre côté les charges. En fait, il n'y a que des dépenses dans la sécurité sociale, limite, dans le discours politique ambiant. Tout ça, ce sont des mots, ce sont des façons d'organiser notre budget. Je crois bien qu'au collectif Nos Services Publics, c'est pas forcément comme ça que vous voyez les choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus ? Il y aurait plein de trucs à dire sur la manière dont, évidemment, les mots qu'on utilise sont très politiques, et c'est ce que tu as dit. Est-ce qu'on parle de charge ou est-ce qu'on parle de cotisation? Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur la manière dont est présenté juridiquement le budget de l'État, et là aussi, c'est un sens politique, mais de l'État ou de la sécurité sociale, d'ailleurs, les deux fonctionnent. Il y a deux documents différents, et les deux fonctionnent globalement de la même façon. C'est-à-dire que tu as dit, il y a les dépenses et puis il y a les recettes. En fait, c'est intéressant, c'est l'inverse. Il y a d'abord les recettes, ce dont a parlé Fabien tout à l'heure, la question notamment des impôts. Et puis ensuite, il y a les questions des dépenses. Ça a un sens politique, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire quels sont nos besoins en général. C'est quoi les besoins de service public? On les fixe, on dit il y a besoin de temps pour l'éducation, besoin de temps pour la justice, et puis ensuite, on va chercher les recettes dont on a besoin. Et en fait, si on fait ça, c'est tout simplement inconstitutionnel. Le budget est censuré. On ne peut pas le voter dans cet ordre-là. On le vote forcément dans l'autre sens. C'est-à-dire, d'abord, on se demande combien on veut mettre d'argent en commun, quelles recettes on prend. Donc, il y en a qui disent bah, pas sur moi, s'il vous plaît, allez chez les autres. Et ensuite, on répartit la pénurie. Et on se demande s'il faut mieux mettre pas assez d'argent sur l'école ou pas assez d'argent sur la justice, ou bien un peu des deux, ou plus. Et donc, il y a vraiment un sens politique très fort dans le fait et c'est une logique qui imprègne beaucoup plus les administrations, qui nous fait d'abord penser par les moyens qu'on a et par la baisse des moyens, avant de penser par les besoins de la population et comme réponse avant tout aux besoins de la population, notamment en termes de services publics. Peut-être un petit élément de précision pour nos spectateurs, spectatrices, c'est que même dans le temps, c'est-à-dire que là, au mois de novembre-décembre, ils vont d'abord débattre des recettes. Il y aura un vote à la fin, possiblement un 49.3. Puis ensuite, il y a un deuxième débat sur les dépenses, vote 49.3 ou pas. Et puis ensuite, rebelote sur le projet de loi de finances sécurité sociale, débat, vote, etc. C'est comme ça que dans le temps que ça fonctionne. Pour bien comprendre, on a même mis une petite image, qui est l'image 1 qu'on a fait passer, où justement on essayait on montre comment ça passe au journal officiel. Et donc d'abord, il y a une première partie. Alors, on va peut-être l'avoir en plus gros. La première partie, c'est les conditions générales de l'équilibre financier. C'est la partie notamment des recettes. Et donc d'abord, on dit il y aura tant de déficits, on va prendre tant de recettes. Et puis, on vote tous les articles liés aux impôts. Et on les vote en bloc une première fois. Et ensuite seulement, comme tu le disais, on peut passer à la seconde partie, qui sont les moyens des politiques publiques et les moyens des services publics. Et donc là, on dit on va mettre
90 milliards pour l'éducation nationale, 50 milliards pour le remboursement de la dette, etc. etc. Et donc, c'est fascinant. Et c'est pareil pour la sécurité sociale. Alors, sauf qu'il y a 4 parties, je ne rentre pas dans les détails. Mais la troisième et la quatrième partie, c'est bien d'abord, on vote les moyens qu'on met en commun. Et ensuite, on se dit, bah tiens, il va falloir faire avec ce qu'on a. Et donc, il y aura tant pour les hôpitaux, tant pour la retraite, etc. Donc il suffit qu'en première partie, on n'ait pas voté suffisamment, je sais pas moi, d'impôts sur les grosses fortunes. C'est pas trop à la mode en ce moment dans le paysage politique. Que en fait, on se retrouve avec pas grand-chose après pour financer ces mêmes hôpitaux, quoi. Bah, c'est exactement ça. Et il est plus temps de rectifier. Il est plus temps de rectifier. Le débat, il est clos. En tout cas, pour cette partie-là, il faudra attendre bref, il y a des histoires de navettes parlementaires pour que ça revienne. En tout cas, il n'y a pas de porosité entre les deux parties. Est-ce qu'on peut, par exemple, supprimer une autre dépense pour rester dans la même assiette? Je crois que c'est une stratégie, ils gagent sur d'autres dépenses. Alors ça, c'est une question très lourde, hyper compliquée. Peut-être un peu trop technique. Non, je pense qu'elle est hyper politique. C'est intéressant, ça renvoie à une autre question qu'on aurait pu se poser après, mais qui est, est-ce que le Parlement on a parlé de ce budget, de ce projet qui est présenté en 2 parties, et qu'est-ce que peut faire le Parlement là-dessus? Est-ce qu'il a la main? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vote, les discussions sur ce budget, des fois on utilise le mot PLF, s'il m'échappe, ça veut dire projet de loi de finances, c'est le projet du gouvernement sur le budget. Ce projet de budget, la discussion sur le budget et la discussion sur le PLF, c'est au moins un enjeu de rapport de force entre majorité et opposition politique qu'un enjeu de rapport de force entre le gouvernement et le Parlement. Et la Constitution a donné plein d'outils, une très grande variété d'outils, au gouvernement pour faire prévaloir à tous les moments de la discussion budgétaire son projet sur ce que veut le Parlement. Un des outils les plus forts, c'est l'article 40 de la Constitution, qui limite le droit d'amendement. C'est exactement ta question, c'est les parlementaires ne peuvent pas déposer les amendements qu'ils veulent. Donc, comme il me semblait important, on l'a mis en image 3, il me semble. Et il faut le lire là aussi, parce que je pense que... Alors, c'est pas celle-ci, c'est l'image d'après, je pense. C'est une image avec juste un article, un texte. Voilà. Donc, c'est l'article 40 de la Constitution de la Ve République. Et je vais le lire et je vais faire un petit décryptage parce que le diable est dans les détails et c'est particulièrement intéressant là-dessus. Il dit « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement, c'est bien les parlementaires, peuvent faire des amendements et donc leurs amendements sont recevables que lorsque leur adoption, ne sont pas recevables, leurs amendements, lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. » Donc, les mots d'abord, c'est intéressant, c'est une charge publique, c'est pas des besoins pour les services publics, des moyens pour les services publics. Mais surtout, c'est intéressant, c'est-à-dire que il y a 2 parties. Il y a d'abord, on ne peut pas diminuer les ressources publiques, au pluriel. C'est-à-dire que si Jean-Michel, le député, a envie de faire un amendement qui dit « je vais diminuer un impôt pour en augmenter un autre dans les mêmes proportions », il a le droit. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de diminuer juste un impôt sans le gager, sans faire une compensation. Mais ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, c'est l'amendement est aussi irrecevable s'il conduit à l'aggravation d'une charge publique, au singulier. Et donc, c'est-à-dire que là, le parlementaire n'a pas le droit de gager. Il n'a pas le droit de dire « j'augmente le budget de l'école et en échange, je fais la taxe Zuckman ». Ce serait équilibré, mais par contre, il a aggravé une charge, l'école, et donc l'amendement est irrecevable. Donc, c'est-à-dire que quand on est sur le volet dépenses, le parlementaire ne peut même pas gager, ne peut même pas équilibrer son amendement. Il peut juste pas augmenter le budget des services publics. S'il veut, il peut diminuer. Mais par contre, il peut pas augmenter. On déshabille Paul pour habiller Jacques, quoi, en gros. Ouais, il peut pas. Il est obligé de déshabiller Paul, mais il peut pas du tout habiller Jacques. il peut pas habiller Jacques. Pire. C'est absolument fascinant. Et donc, c'est un des blocages majeurs dans la discussion parlementaire sur le budget. Le gouvernement pourrait, s'il voulait, peut-être un petit peu augmenter un budget. Mais c'est aussi cet amendement-là qui explique que chaque année, en moyenne, dans la discussion budgétaire, on réalloue moins de 0,5% des crédits. La discussion budgétaire est tellement verrouillée à des tas d'égards, mais aussi politiquement, à la fois politiquement et juridiquement, qu'au final, elle n'a pas un impact majeur sur au moins le volet dépenses
Ce qui pourrait se passer de plus fort, ce serait un vote d'un gros impôt. Ça, c'est possible. Dans les dépenses, les marges de manœuvre sont très limitées. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on entend pareil, dans le discours politique, jouer le jeu des amendements, jouer le jeu de la démocratie parlementaire. Et toi, tu dis, en gros, non, la Ve République, elle organise surtout le fait que ce soit le rapport de force qui soit, que l'Assemblée nationale soit la vitrine du rapport de force politique dans le pays. Ça me permet peut-être de rebondir à moins que Marie, tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus sur le côté rapport de force, justement, parce que pour le coup, nous, les organisations syndicales, créer du rapport de force, c'est un peu notre cœur de métier pour arracher des victoires. Et du rapport de force, en 2023, on en a eu. Au moment de la réforme des retraites, il y a eu des mobilisations qui étaient massives et dont on sent encore les effets aujourd'hui. La crise politique, elle est avant tout liée au fait qu'il y a un tel rejet dans la population de la réforme des retraites qui s'est créée grâce à la mobilisation des syndicats qu'on en ressent encore les effets aujourd'hui, que ça s'est ressenti aux législatives. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment les OS, les organisations syndicales, vous vous servez aussi de cette séquence pour exiger l'abrogation de la réforme des retraites? Et alors, le micro, il faut bien le mettre en face de toi. Ouais. Hop là. Voilà, super. Oui, je trouve que c'était bien de parler de l'article 40 parce que c'est aussi un des nombreux articles de la Constitution qui a été utilisé pour ne pas revenir sur la réforme des retraites. Donc, ce qu'on a vécu en 2023, c'est le gouvernement qui mobilise toutes les armes antidémocratiques que peut contenir la Constitution. Et en fait, ce qu'avaient dit les organisations syndicales à l'issue de cette séquence gravissime, c'est ça va mal finir. En fait, là, d'un point de vue démocratique, il y a tellement d'atteintes aux souhaits de la population. À l'époque, il y avait 9 actifs sur 10 qui étaient contre la réforme des retraites, des mobilisations partout, des millions de personnes dans la rue, des gens en grève, etc. Et ça ne va pas pouvoir tenir, et on est précisément dans ce moment-là. Donc c'est pour ça que la question de l'abandon des 64 ans est centrale dans le règlement de cette crise politique-là. On a le sentiment que les syndicats ne sont pas entendus au niveau national. Ça a été le cas sur la réforme des retraites, mais aussi quelques mois après, à la conférence sociale sur les salaires, on avait fait plein de propositions qui, à date, n'ont toujours pas été suivies d'effet, y compris qui avaient été retenues par la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne. Typiquement, elle voulait organiser une négociation interprofessionnelle sur le temps partiel, qui est un vrai problème qui précarise les femmes, les plonge dans la grande pauvreté. Et à date, ça n'a toujours pas été fait. Mais c'est aussi un sentiment qui existe, je crois, de nombreux camarades et nombreuses camarades CGT dans les entreprises. Il y a des moments qui sont assez similaires en fait au vote du budget dans les entreprises. C'est toutes les informations consultations dans le comité social et économique, le CSE, sur la stratégie de l'entreprise et la politique économique, la situation financière et économique de l'entreprise. Peut-être juste pour rajouter un élément, le CSE, donc le Conseil social et économique, ce sont les élus du personnel donc, qui sont élus pour représenter les salariés auprès de la direction. Exactement. Voilà. Et du coup, on peut se présenter sur une liste syndicale. C'est d'ailleurs très fortement recommandé. Et si vous n'êtes pas à la CGT, je vous invite à adhérer pour pouvoir vous présenter aux élections du CSE, qui chaque année, dans les entreprises de plus de 50 salariés, est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Et donc, il a accès dans ce cas-là à un certain nombre de documents. Ça ressemble un peu finalement au processus parlementaire, alors avec beaucoup moins de démocratie, encore moins de démocratie, puisque malheureusement, l'avis du CSE n'est que consultatif, il n'est pas normatif, il n'a pas d'effet en fait sur la stratégie de l'entreprise. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on revendique à la CGT, c'est de pouvoir avoir un veto stratégique sur les politiques qui nous mènent dans le mur. Et le problème, c'est qu'en ce moment, on voit énormément d'entreprises qui sont dans cette démarche-là. Toute la filière automobile, en l'espèce les grands donneurs d'ordre, Renault, PSA, etc., Stellantis, on conduit aujourd'hui la filière automobile dans le mur, alors qu'il y avait le tournant de l'électrique à prendre, le tournant de l'électrique bon marché, que la CGT proposait des alternatives productives. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait aujourd'hui que les élus du CSE aient droit à un veto stratégique. Un autre moment qui est important dans ces informations consultations, c'est qu'on a accès à une expertise. Donc, on peut solliciter un expert pour être aidé, pour comprendre les chiffres, les analyser et surtout lutter avec. Et un dernier point qui est un autre moment aussi très fort dans les entreprises dans lesquelles il peut y avoir des négociations quand il y a un délégué syndical, c'est les négociations annuelles obligatoires. Et j'en parle parce qu'on est
en plein dedans là. C'est en ce moment que s'ouvrent les NAO dans les entreprises. Donc c'est aussi le moment de faire le lien entre ce budget qui nous a été proposé, qui a dit en gros les fonctionnaires, faut geler leur salaire, et la démarche qu'il y a dans les boîtes en ce moment, c'est les salariés, faut geler leur salaire. Donc il faut vraiment, je pense, Mm. résister à ce discours qui est grave, ben, puisqu'aujourd'hui, il y a encore des hausses de prix, donc il y a encore besoin d'augmenter les salaires, et surtout, on voit un tassement des salaires, en particulier dans les salaires des professions intermédiaires et des cadres. Et je vous présente, alors moi, je n'avais pas sollicité la technique pour présenter mes petits Attends. documents, Il fallait s'y prendre en avant. Peut-être sur la caméra centrale. mais j'ai mon tuto NAO. Donc c'est un tuto de la CGT, je vous invite à le consulter, qui vous donne à chaque étape en fait comment s'organiser pour gagner des hausses de salaire avec ses collègues. Il y a plein de documents annexes à ce tuto, des modèles de courrier, des modèles de consultation des salariés pour organiser les collègues et gagner, comme je le disais, voilà, des hausses de salaire. Puis souvent, ce que vous vous dites, c'est que pour organiser ses collègues sur des revendications comme le budget ou la retraite, il n'y a rien de mieux aussi que de parler de ce qui se passe dans la boîte pour lier les deux. Ce travail de lier les deux, c'est vous qui le faites aussi dans les entreprises et les administrations. Tout à fait. Et c'est le rôle de tous les représentantes de la CGT d'expliquer ces enjeux-là, du budget de l'État, de la sécurité sociale, mais aussi en lien avec son salaire, ses conditions de travail. Et pour ça, vous avez des outils. J'en ai parlé, il y a celui-là, mais il y a aussi, on a tourné ici une émission avec Fabien d'ailleurs, Perspective sur les aides publiques aux entreprises. Si vous pouvez l'envoyer à vos collègues, c'est 45 minutes qui expliquent en fait comment ça marche ces aides publiques. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux rapport du Sénat qui a été publié il y a quelques semaines, qui décortique toutes ces aides publiques. C'est une bonne manière d'enclencher la discussion avec les collègues sur ces questions budgétaires justement. Émission à retrouver sur le YouTube de l'UGICT, que je vous recommande vivement. On a Valinou en commentaire qui dit « Élu titulaire du CSE dans ma boîte, je vous recommande vraiment de vous lancer. » Il a bien raison. Et vous pouvez également vous lancer sur Twitch. Et pour ça, vous créez un compte et vous pourrez interagir avec nous dans le chat et nous poser des questions. Je dis ça parce que notre public à qui on a envoyé cette émission ne regarde pas forcément au quotidien Twitch. Et ben, c'est le moment de vous y mettre parce que nous, on s'y met. Voilà. Fabien, tu voulais peut-être ajouter quelques éléments ? Alors, en fait, ce que venaient d'expliquer nos camarades des services publics sur comment fonctionne effectivement le budget, ça relève aussi de la loi organique relative à la loi de finances, qui a bientôt 25 ans, et que la CGT, il y a déjà 25 ans, dénonçait comme étant un carcan qui allait enserrer effectivement tout le fonctionnement du budget de l'État et empêcher effectivement de revaloriser certains impôts, de pouvoir jouer sur certaines dépenses en matière effectivement de politique publique. Et là encore, effectivement, la CGT avait tout de suite compris que ça allait progressivement enfermer le budget de l'État dans une politique de toujours réduire l'émission de services publics. Alors, peut-être justement, on va peut-être passer une autre séquence sur la question du calendrier. Je voulais en discuter parce que, alors, c'est un peu troublant pour nous qui regardons la télé, parce que tout le monde a l'air un peu pressé. Ils veulent absolument que le budget il passe avant la fin de l'année, sinon c'est la fin du monde. Et on peut se demander, dans certains discours politiques, si on risque pas même presque comment ça s'appelle, un shutdown à l'américaine, voilà, où les fonctionnaires sont plus payés, les bâtiments s'écroulent, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments justement de calendrier sur la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. À commencer par c'est-à-dire que le budget de cette année, 2025, alors j'ai pas la date précise en tête, parce que j'ai pas bien révisé, mais il a été adopté en février de l'année. Donc pourtant, on n'a pas vu des services publics fermés en janvier et février, faute de budget. En fait, deux éléments de réponse. Le premier, c'est le calendrier global qui est en effet assez contraint. On a aussi fait un petit schéma, je crois qu'il s'appelle numéro 2, Camille. Merci. Et dans ce petit schéma, vous voyez un peu les phases. Je ne sais pas si tu peux le voir, incroyable. Les phases, donc vous êtes ici en octobre, début octobre. On a fini toute la partie qui a commencé au printemps, qu'on appelle la partie administrative. Il y a déjà eu un énorme travail de cadrage politique, mais aussi de travail administratif sur la préparation du projet de budget. J'ai parlé des deux premières parties, mais le gros du budget en réalité, des deux parties dans lesquelles ils sont votés, le gros du budget, c'est beaucoup d'annexes
et des annexes très volumineuses. C'est comme ça qu'on peut aller comprendre les politiques publiques, l'éducation, etc., sur l'emploi, l'insertion, bref, tout ce qu'on veut comprendre. Bref, un gros travail de préparation. On amorce à partir d'octobre la phase politique. Cette phase politique, elle est assez contrainte par la Constitution. La Constitution dit si au bout de 70 jours, le Parlement n'a pas décidé, alors le gouvernement a le droit d'appliquer quand même son budget. Donc on a en gros un chrono de 70 jours qui s'enclenche à peu près dès que le budget est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le gouvernement a dit OK, c'est notre budget, maintenant merci à l'Assemblée et au Sénat de voter dessus. Et ça veut dire quoi, arriver à la fin de ces 70 jours? Il passe par ordonnance? C'est ça que ça veut dire. Donc l'ordonnance, concrètement, c'est le gouvernement qui qui applique sans vote du Parlement le même budget. Ça n'est jamais arrivé. Il faudrait, si le Parlement rejette le budget, il ne peut pas passer par ordonnance. Il faudrait que le Parlement ne se soit pas prononcé. En l'occurrence, ça n'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé l'année dernière, c'est pas que le Parlement s'est pas prononcé, c'est que le gouvernement est tombé. Pour ça, la Constitution prévoit une autre modalité qui est de dire on va autoriser provisoirement. Il y a deux manières de faire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Autoriser provisoirement, le Parlement va autoriser provisoirement le gouvernement à prélever les impôts, donc à continuer à gagner des sous. Et le gouvernement va, en échange, ouvrir par décret les crédits qui correspondent aux services votés. Ça veut dire quoi les services votés? C'est l'autorisation parlementaire maximale de l'année dernière. L'année dernière, on a autorisé 100. Cette année, on va pouvoir reconduire 100 ou jusqu'à 100. En fait, là où il y a des petites entourloupes, le gouvernement Bayrou a sur 100 a autorisé 25 en janvier. En mode, vous n'avez pas voté de budget, on va vous mettre bien sous pression en début d'année. Si vous êtes poli ou si vous passez les bonnes procédures, on peut monter jusqu'à 75, mais vous n'aurez pas plus en attendant qu'on vote un budget. Donc c'était. Et en plus, il y avait l'inflation, parce que de- ça c'est en plus de l'inflation. Absolument. Donc ça, c'est la partie temporaire, mais c'est néanmoins ce qui permet qu'il n'y ait pas de shutdown, les services publics continuent à tourner, il y a des procédures. La loi qui autorisait à prélever les impôts, l'année dernière, elle est passée à, je ne sais plus, 460 voix pour, il y a eu 60 abstentions, 0 voix contre à l'Assemblée nationale, il y a eu une abstention, 0 voix contre au Sénat, tout le monde a voté pour. Personne ne s'oppose à ce que L'État continue à tourner. Oui. Exactement, parce que les services publics continuent à tourner en France, en tout cas, et c'est une bonne chose. Donc il n'y a pas un gros risque à ce stade-là. Par contre, oui, il y a des contraintes, et derrière les contraintes, c'est un jeu de rapport de force et de timing entre le gouvernement et le Parlement pour savoir comment est-ce qu'on arrivera à faire passer tel ou tel. Pour le faire un peu en bref sur le calendrier. Du coup, si le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord sur les différentes propositions, il reste toujours une option, c'est le 49.3. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent se souviennent à peu près en quoi ça consiste, mais je veux bien que vous nous le rappeliez, peut-être Marie ou Arnaud, en quoi ça consiste. Et surtout, là, ils se sont engagés à ne pas passer par 49.3. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Bon, le 49.3, je vais essayer de pas l'écorcher, mais pour mémoire, c'est quand le gouvernement engage sa responsabilité pour passer un projet de loi. Et donc, si le Parlement s'y oppose avec une majorité qui m'échappe, je crois légèrement. Non, la majorité. Majorité tout court de membres du Parlement. Le gouvernement tombe. C'est ce qui s'est produit. Enfin, on a eu suffisamment d'événements dernièrement. Soit de passage en force réussi, c'était la réforme des retraites, soit de passage en force qui entraîne des chutes de gouvernement. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'y renoncer? En fait, Arnaud expliquait avant à quel point le gouvernement a un pouvoir massif dans le budget qu'il met sur la table. Depuis que le gouvernement de François Bayrou est tombé et que Sébastien Lecornu a été nommé, la temporalité pour ajuster le budget était en réalité très faible. Il n'y a pas eu de grande marque de volonté de faire changer la philosophie de ce budget. Donc, en vérité, l'espèce de... il faut que je le rapproche. Oui, s'il te plaît. Ouais. En vérité, l'espèce de... c'est important de discuter et d'éclaircir sur quelles sont les mécaniques pour adopter un budget, mais en ce moment, ça éloigne le débat du contenu de ce budget.
Et là, on s'achemine vers un budget qui serait austéritaire. On l'a pas vu puisque, les ministres sont censés l'avoir et les parlementaires sont censés l'avoir aujourd'hui. Mais l'idée qu'il ait pu changer, dramatiquement depuis la chute de François Bayrou, ne m'effleure pas du tout. Mmh. Donc ça, je pense que c'est important et par rapport à ce que enfin, donc je pense que ça va être intéressant dans la suite, des discussions de vraiment regarder et décrypter ce budget et d'expliquer en quoi il n'est pas opérant, en quoi il ne répond pas, aux besoins des gens. Et un dernier petit point juste sur les services votés. On risque pas de shutdown et d'ailleurs, il y avait eu, je me souviens l'année dernière, une dramatisation excessive, de ce risque-là. Donc moi, je me souviens d'Elisabeth Borne qui disait: «Votre carte vitale ne marchera plus», à la télé. Donc c'était vraiment une désinformation d'ampleur et une dramatisation des risques de la non-adoption du budget. Par contre, ce qui est vrai, c'est ce que disait Arnaud, les services votés, donc tirer le budget de l'année dernière, ça conduit mécaniquement à tasser les dépenses, en début d'année. Donc ça reste sous-optimal, donc voilà. Donc l'intérêt, c'est plutôt que le débat parlementaire se fasse donc et que ce budget il soit peut-être, je sais pas, amélioré, en tout cas qu'il y ait autre chose que les premières copies, même si on a pris nous, même en tant qu'organisation syndicale, l'habitude que le gouvernement effectivement revienne à chaque fois avec la même copie. Ouais, vas-y. Juste un petit, parce que vous avez dit tous les deux que effectivement le gouvernement remettait au Parlement un certain nombre d'éléments avec le budget. Donc il y a le budget en tant que tel, donc les projets de loi en tant que tel, mais aussi tout plein de documents annexes. Et il y a une annexe spécifique sur laquelle je m'attarde parce que j'ai un peu travaillé dessus. On a travaillé dessus à la CGT. C'est la question des exonérations de cotisations sociales. On va peut-être en reparler après. Mais ce qu'on sait à la CGT, c'est qu'aujourd'hui, les parlementaires n'ont pas du tout les outils pour suivre ce manque à gagner de recettes qu'on met en place par une mécanique très complexe. C'est l'annexe 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et ce qu'on a dit dès le départ à la CGT, c'est que cette annexe, elle est totalement incomplète, qu'elle devrait être beaucoup plus décrite. On devrait savoir en fait où va cet argent, à quoi il sert, ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire. Donc ça montre aussi que le Parlement n'est pas complètement outillé pour pouvoir voter un budget et un budget de la sécurité sociale en bonne et due forme, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est même sur le chiffrage des aides aux entreprises, là, le Sénat a dit 211 milliards. 2 semaines après, ça nous est un peu échappé parce que ça a été un peu maquillé. Mais France Stratégie, le Haut Commissariat à la stratégie et à la prospective, a dit, donc c'est un organisme près du Premier ministre, a dit en fait c'est 285 milliards, les gars. Donc c'est intéressant, même ça, on a du mal à le chiffrer, et puis on se plante pas on se plante de 70 milliards, c'est-à-dire c'est massif. Sur un petit mot quand même sur la question du 49.3, parce que le 49.3, ça n'est qu'un des outils dont dispose le gouvernement pour faire prévaloir ses vues. Et en fait, il y en a plein d'autres. On a parlé de la limitation du droit d'amendement, c'était l'article 40 de la Constitution. L'article 42 de la Constitution, il dit que même quand le budget a été amendé en commission par les parlementaires, avec toutes les réserves qu'on a vues, alors au moment où le budget arrive en hémicycle, on reprend la copie du gouvernement. On fait reset, on reprend à zéro et on débat encore de la copie du gouvernement. Donc, deuxième outil de limitation après l'article 40. C'est aussi le gouvernement qui peut décider sur quoi on vote. Et il peut utiliser ce qu'on appelle le vote bloqué, c'est l'article 44 de la Constitution. Lui, il dit, le gouvernement décide des packages sur lesquels on vote. Il peut prendre son amendement ici, dire on va voter sur ces 3 articles d'un coup, et merci de voter maintenant à ce moment-là. Et donc ça a aussi un pouvoir très fort sur la discussion parlementaire. Il y a plein d'autres outils comme ça. Il y a l'outil qu'on appelle la réserve de vote. La réserve de vote, c'est quand il est 23h et qu'il y a 15 parlementaires dans l'hémicycle, il y en a 10 de l'opposition. Le gouvernement dit « Ok, continue à discuter, mais on ne va pas voter, on va plutôt attendre demain matin ». Ça, c'est dans le règlement de l'Assemblée nationale. Toujours dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y a la seconde délibération. C'est le bien connu « Ah, vous avez voté, mais c'était pas super, vous allez revoter, merci s'il vous plaît ». Et donc, il y a encore une fois une panoplie d'instruments. Donc, comme le disait Marie, le 49.3, c'est l'arme ultime. C'est le gouvernement adopte le texte sans vote, avec les amendements qu'il veut et la forme qu'il veut. Et le budget passe sans aucun vote. Le seul moyen pour qu'il ne passe pas, c'est de renforcer le gouvernement.
Et donc là, il faut des majorités, il faut qu'il y ait une majorité absolue des parlementaires qui le votent. Mais on le voit que c'est bien sûr un outil particulièrement puissant, c'est pour ça qu'il a été utilisé en masse par les précédents gouvernements, mais il a aussi beaucoup d'autres manières de faire prévaloir ses propres vues dans le débat budgétaire vis-à-vis même des fois de sa propre majorité. Mais au final, maintenant que, disons, les votes sont très serrés et qui risquent d'être renversés à peu près tous les 15 jours, peut-être qu'il y a une pression plus forte sur le fait d'écouter le débat parlementaire. Oui, c'est sûr, et ce sera un des enjeux. Ce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être ça, un des deux messages, c'est deux messages là-dessus, parce que tu as raison, je pense que c'est un point important. Le premier, c'est que le Parlement lui-même ne peut pas renforcer, on l'a dit, on l'a vu, le budget de l'éducation nationale, de la justice, etc. Mais le gouvernement peut. Et donc, si on veut augmenter, si on estime que le budget de l'éducation nationale est insuffisant, on ne peut pas rien faire. Par contre, il faut mettre la pression sur le gouvernement et il ne va pas falloir juste le Parlement. Et là, il y a une question de rapport de force plus d'ensemble qui se pose. La deuxième question qui se pose, et je pense que c'est important de le dire, c'est que on l'a vu. Une des conséquences politiques de cet article 40 qu'on voyait tout à l'heure, c'est que, disons-le un peu crûment, taxer les riches, ça suffira pas. Taxer les riches, c'est ce que peut faire le Parlement. Ils ont le droit de dire on augmente tel impôt, on met en place tel impôt. Mais ils n'ont pas le droit de l'affecter à un endroit qui peut être utile, qui va changer la vie de la population au quotidien. Et moi, je trouve ça très bien de faire la taxe Zuckman et de prendre 20 milliards, mais si c'est pour rembourser la dette avec ces 20 milliards, ça m'intéresse moyennement, ça va moyennement changer la vie de la population. Et donc, il y a un enjeu qui est complémentaire de cet enjeu sur la taxation ou les impôts en général, qui est l'enjeu de l'utilisation et du renforcement des moyens des services publics. Et il ne faudrait pas que le premier invisibilise le second, qui est celui qui risque fortement de passer à la trappe dans les discussions sur le budget. Oui, donc taxer les riches n'est pas une fin en soi. De la même manière que nous, on dit la réduction de la dette, ce n'est pas non plus une fin en soi. Enfin, moi, personnellement, je ne mange pas le matin avec des réductions de dette de l'État. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de budget côté organisation syndicale? Parce que vous avez un peu discuté de ça. Alors effectivement, sur les conséquences des services votés comme l'année dernière ou de la reconduction stricte du budget précédent, on va prendre un exemple tout simple pour les moyens de fonctionnement des administrations. On va prendre par exemple le nombre d'ordinateurs que les administrations peuvent acheter pour fonctionner. Eh bien, si en 2025, il y avait un budget pour les ordinateurs qui est ensuite reconduit à l'identique en 2026, si en 2026, il y a une inflation qui fait augmenter le prix des ordinateurs, eh bien, tout simplement, il y aura moins d'ordinateurs pour les administrations pour fonctionner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion avec la crainte, là, effectivement, du shutdown qui a été évoquée. L'année dernière, en début d'année, c'était un contexte inédit. Et effectivement, il y a eu une surexposition médiatique de ce risque de dysfonctionnement des services publics. Il faut quand même évoquer des conséquences qu'il y a eu sur la masse salariale, en particulier sur le recrutement des contractuels de l'éducation nationale. Nous ont été remontés, nous, de la part de nos camarades de la CGT Éducation, des rectorats pris de panique qui ont décidé de ne pas reconduire le contrat de certains enseignants contractuels. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu l'information que nous n'avions, parce que Beyrouth n'avait donné que 25% du budget, effectivement, certains rectorats ont considéré qu'ils ne pouvaient pas payer pour l'année complète ces contractuels, et certains rectorats les ont licenciés du jour au lendemain. Alors bien évidemment, cette panique était, on l'a dit, surestimée, et donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais on voit bien qu'effectivement, ce contexte inédit crée des dysfonctionnements quand même majeurs dans les services publics. Un autre souci aussi du contexte, c'est quelque chose qu'on répète souvent à la CGT, c'est quand il n'y a pas de répondant, quand il n'y a pas de budget, il n'y a pas de réponse aux besoins immédiats. Et un des besoins qu'on identifie à court terme, c'est la question de l'emploi. C'est les problématiques là, de plans de licenciement, notamment dans l'industrie. J'étais il y a quelques jours à Limoges pour les 130 ans de la CGT, où on est allé devant l'entreprise Valeo, qui est un sous-traitant de l'industrie automobile, et où on leur annonce des délocalisations, fermeture d'usines, alors que aujourd'hui l'industrie est essentielle pour répondre aux besoins notamment environnementaux, de transformation de la production. Du côté des emplois qui concernent beaucoup les ingénieurs cadres techniciens, il y a en particulier toute la filière de
La microélectronique est concernée aujourd'hui par des plans de licenciement importants. Des annonces de 1 millier de postes supprimés chez ST Micro, par exemple. Bah, c'était aussi le sujet qui était évoqué dans l'émission Perspective, puisque ST Micro a bénéficié d'énormément d'aides publiques, à la fois européennes, françaises, des millions d'euros qui ont été versés à cette entreprise. Et pour autant, aujourd'hui, ils suppriment des postes, ils veulent faire partir des salariés très qualifiés. Et un autre, après des promesses d'embauche, effectivement. Et un autre plan de suppression d'emplois qu'on a appris il y a quelques jours, c'est celui chez Accenture. Alors là, c'est sur l'ensemble du groupe, mais c'est une entreprise qui n'a pas versé de hausse de salaire en 2023, ce qui a conduit les salariés à faire leur première grève en intersyndicale pour les salaires. Et malgré ça, ils sont capables de dire, bah, en fait, on n'a pas assez d'argent pour garder les gens. Enfin, on marche complètement sur la tête aujourd'hui avec ces entreprises-là. Donc là, on a besoin tout de suite de réponses aux besoins des salariés sur le terrain pour pouvoir maintenir l'industrie, maintenir les emplois. Oui, donc en fait, c'est vrai que quand on s'oppose aux politiques austérité budgétaire, alors non seulement on s'oppose aux coupes budgétaires dans les services publics existants, mais c'est surtout que du coup, le gouvernement, il prend pas à bras le corps les gros enjeux de la période en termes d'investissement, en termes de transition écologique, environnementale, en fin de compte. Absolument, Mm. tout à fait. Un dernier sujet, c'est sur la question des grandes masses, sur la question de la dette, les recettes, les dépenses. Pour nous, citoyens, citoyennes, je voyais quelqu'un dans les commentaires qui disait les députés, au final, il y en a certains, ils lisent même pas le budget. Alors, je ne veux pas leur jeter cette opprobre-là, mais en fin de compte, c'est quand même dur, effectivement, de comprendre quelles sont ces grandes masses dans les recettes et les dépenses. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des éléments là-dessus? Je ne sais pas qui veut commencer sur ça. Moi, je peux Marie te Plat. donner des petites billes. Donc, le premier point, on parle beaucoup de la part de la dépense publique sur le PIB, qui est un indicateur qui ne veut pas dire grand-chose. Parce que Arnaud le disait tout à l'heure, la puissance publique perçoit l'impôt et le redépense immédiatement. Donc c'est une partie qui transite par la puissance publique. Ça ne veut pas dire que l'intégralité va au service public. On l'a déjà dit à certains moments, il y a beaucoup d'argent qui est reversé aux ménages et aussi aux entreprises. En France, c'est autour de 57% du PIB, ce qui pour certains est dramatique, pour d'autres... Soviétique. Ouais, même. soviétique, c'est ça. Donc c'est autour de 1 600 milliards d'euros. Dedans, le premier gros budget, c'est celui de la sécurité sociale, dans lequel il y a les retraites, l'assurance chômage et l'assurance maladie, et la partie famille, pardon. Ensuite, il y a le budget de l'État. Donc ça, c'est autour de 45% des dépenses et des recettes. Le budget de l'État, c'est autour de 34% des dépenses. Et en dernier lieu, il y a celui des collectivités locales. Sur ces grandes masses, la dépense publique en part de PIB, en vrai, elle est, si on prend juste l'État et les collectivités locales, elle est globalement stable sur les 40 dernières années. Donc il n'y a pas, comme on l'a beaucoup entendu, une dépense publique qui exploserait. C'est parfaitement faux. Et ça, c'est autour de 38% du PIB. Et la Sécu, en revanche, donc cette haute partie-là qui représente la plus grosse partie de la dépense publique, elle a un peu augmenté jusqu'en 2019 en part de PIB. Et ensuite, elle est restée relativement stable avec un pic autour du Covid, mais c'est tout. Donc il n'y a pas il y a une dramatisation excessive autour des montants et de la part que ça représente. En réalité, on est plutôt sur quelque chose de stable et en vérité stable, donc à l'encontre des besoins réels des gens qui, eux, vont croissant. Par ailleurs, et ça, je pense que vous pourrez revenir dessus aussi, ce qui a été mis à jour récemment grâce à des travaux de chercheurs et de chercheuses, en l'occurrence, et aussi pas mal repris dans le débat public, c'est la part croissante dans la dépense publique des transferts aux entreprises et aux ménages. Et donc, c'était les chiffres cités par Agathe un peu plus tôt, donc, dont l'ampleur varie en fonction des périmètres qui sont pris. Moi, si je regarde, j'avais gardé en tête les travaux d'Anne-Laure Delatte qui montraient qu'il y avait eu plutôt un doublement des aides entre les années 80, des aides aux entreprises entre les années 80 et aujourd'hui. Donc,
Ça dépend des périmètres. En tout cas, ça veut dire qu'avec un budget, enfin avec des dépenses publiques qui représentent une part stable de, de l'activité économique, si on a un montant de plus en plus important qui est alloué au transfert aux entreprises, ça veut dire que c'est pris en miroir sur le reste du fonctionnement des services publics, sur le reste des prestations qui sont allouées par la sécurité sociale. Et donc, en fait, on a un État qui organise une espèce de détour. Enfin, c'était le titre d'un bouquin récemment, mais un détournement, en fait, quelque part de l'impôt vers. Enfin, organise, c'est public, hein, mais vers le secteur privé au détriment, en fait, des services publics. Hmm. Alors, peut-être justement parce que tu en as parlé du budget de la sécurité sociale, c'est vrai qu'on en parle aussi comme un tout dans la dépense publique. C'est la sécurité sociale, si je dis pas de bêtises, c'est un organisme de droit privé. Ce sont les salariés qui cotisent en fonction de leurs moyens, reçoivent en fonction de leurs besoins. Donc, ce sont des cotisations salariales. C'est presque un système assurantiel. Alors, je ne sais pas si tout le monde aimera la comparaison, mais je voulais revenir là-dessus vite fait parce que pourquoi il y a deux budgets en fait? Pourquoi? Et c'est un particularisme français en plus, hein. Il me semble que au Royaume-Uni, c'est plutôt le budget de l'État qui finance le NHS, le système de santé. En France, on a une stricte séparation. Si je devais résumer, on ne peut pas acheter un porte-avions nucléaire avec l'argent des retraites, en gros. Et à l'inverse, on ne peut pas, je sais pas moi, assurer la retraite de tous les salariés du privé avec les impôts, par exemple. C'est un autre système, un autre budget. Est-ce que quelqu'un, peut-être côté CGT, parce que c'est eux qui l'ont mis en place, tout ça. Euh, Oui, ce sont deux budgets différents, donc c'est important de bien distinguer parce qu'on englobe souvent la question du budget de façon homogène. Le problème qu'on a aujourd'hui avec la question de l'absence de distinction entre budget de la Sécu, budget de l'État, c'est aussi quelque chose qui est organisé, hein. C'est une volonté de remplacer la façon dont est financée la sécurité sociale par un financement par l'impôt. Et ça, c'est le grand débat qui monte en ce moment, qui est notamment remonté, alors qu'on ne leur avait pas vraiment demandé leur avis sur le sujet, mais par Antoine Bozio et Étienne Vasmer, qui ont produit un rapport sur ces fameuses exonérations de cotisations sociales. C'est un rapport qui a été commandé au moment de la conférence sociale en octobre 2023. Elisabeth Borne dit on a un problème, non seulement les exonérations de cotisations sociales explosent, parce qu'en fait, c'est un système assez pervers. Je vais du coup revenir sur la genèse de tout ça, qui a été créé dans les années 90 pour booster, encourager l'embauche de salariés avec peu de qualifications. Donc l'idée, c'est vous embauchez quelqu'un qui a pas de diplôme et en contrepartie, eh ben, on vous fait une ristourne sur vos cotisations patronales pour la sécurité sociale. Sauf que, au fur et à mesure des années, se sont empilées ces exonérations de cotisations sociales. Aujourd'hui, ça a atteint 90 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Si je prends en compte le régime général, qui est le gros du paquet, mais aussi sur les retraites complémentaires, enfin, il y a d'autres régimes qui sont concernés. Et non seulement, bon, c'est énormément de dépenses publiques qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu une hausse énorme qui est notamment due à la hausse du SMIC, puisque la plupart de ces exonérations de cotisations sociales sont calculées sur le SMIC. Là, j'ai l'impression que je vous ai perdu, donc je vais essayer de vous récupérer. non, mais le plus les salaires augmentent, le plus l'exonération augmente aussi, du coup. Alors, au plus je maintiens mes salariés avec un faible niveau de salaire, au plus j'ai d'exonération de cotisations sociales. Donc, quand je suis un employeur, quand je suis une direction d'entreprise, je n'ai aucun intérêt à augmenter les salaires. Pourquoi? Parce que je vais perdre ce bénéfice-là, parce qu'il y a il y a un seuil très important qui est à 1,6 SMIC. 1,6 SMIC, c'est 2 880 euros bruts et 2 240 euros nets. Donc, il y a beaucoup de salariés qui sont sous ce seuil. Et si je les fais passer au-dessus de ce seuil en tant qu'employeur, eh ben, je vais payer des cotisations sociales en plus. Et donc, je considère que ça va me coûter trop cher. Et le problème, c'est qu'on a énormément de salariés, des millions, qui sont aujourd'hui enfermés dans ce qu'on appelle la trappe à bas salaire. Et c'est aussi à cause de cette trappe à bas salaire que ce fameux rapport avait été commandé, puisqu'on voyait bien que les salaires ne progressaient plus et
devait y avoir un système dans les politiques publiques qui conduisait à ça. Et donc, dans leur rapport, Bozio et Vasmer, ils en ont profité pour faire une petite 4e partie, qui n'était pas sollicitée, dans laquelle, justement, ils proposent une refonte globale du financement de la sécurité sociale. On pourrait totalement basculer sur un financement par l'impôt. Et parce qu'ils disent, regardez, finalement, les exonérations de cotisations sociales, elles sont compensées par des impôts qui sont en grande partie payés par la TVA, comme Fabien nous l'a expliqué. Donc, en fait, on pourrait peut-être engager des discussions là-dessus. Et c'est un grand danger, c'est ce qu'on dit à la CGT, cette question des exonérations de cotisations sociales. C'est très sérieux. Il faut absolument trouver un moyen d'y mettre fin, parce que ça n'a pas, en fait, fait ses preuves d'un point de vue de création d'emplois. Ça coûte des milliards d'euros aujourd'hui à l'État. Et par ailleurs, c'est très opaque. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur l'annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui n'explique pas les détails. Et on peut se saisir de ce sujet dans son entreprise aussi. À la CGT, on a fait, je refais la petite pub, un modèle de courrier qui est sur le site de la CGT qui permet de demander à l'employeur des comptes sur les exonérations de cotisations sociales. Je vous parlais tout à l'heure des informations consultations qui ont lieu tous les ans. Elles se basent sur des données qui sont issues de la base de données économiques, sociales et environnementales, la BDESE de l'entreprise. Et dans la BDESE, j'ai une rubrique aide publique avec une sous-rubrique exonération de cotisations sociales. Donc, c'est l'occasion de demander à l'employeur, avec cet argent que tu as économisé, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as créé des emplois? Est-ce que tu as augmenté les salaires? Est-ce que tu as fait de l'investissement? Etc., etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce courrier dans vos entreprises. Moi, je voulais revenir effectivement sur les grandes masses et l'augmentation donc des impôts que vient d'évoquer Agathe. D'abord, effectivement, on évoquait la notion de grande masse. Il faut savoir qu'il y a un des principes du budget, c'est ce qu'on appelle l'universalité. Le budget décrit l'ensemble des recettes et des dépenses sans relation entre certaines dépenses et certaines recettes. On n'a donc par exemple pas le droit de dire que le produit de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, peut financer un porte-avions nucléaire. Soit en passant, avec le produit de l'IFI, on pourrait à peine financer, je pense, une hélice du dit porte-avions nucléaire. Cependant, maintenant, sur la notion d'augmentation des impôts, c'est important, et ça a été fait effectivement à l'instant, de rappeler les perspectives de long terme. En matière d'augmentation des impôts, une comparaison par exemple entre 2010 et 2025 nous montre que les recettes nettes du budget, donc les impôts, ont augmenté de 40%. Or, dans la même période, l'impôt sur les sociétés, lui, n'a augmenté que de 27%. Pourquoi? Parce que pendant les quinquennats Macron, le taux d'impôt sur les sociétés a été baissé de 33,1% à 25%. Et dans le même temps, l'impôt sur le revenu a augmenté de 80%. Donc, l'impôt payé par les particuliers a augmenté de 80% dans la période 2010-2025. J'imagine en plus que cet impôt sur le revenu, il n'est pas assumé majoritairement par les grandes fortunes. C'est plutôt... Alors effectivement, les très très grandes fortunes s'en soustraient par certains outils d'optimisation fiscale. C'était toute la problématique évoquée par Gabriel Zucman dans son proposition de taxe. C'est ça. Ils transfèrent donc leurs revenus en biens immobiliers, en capital. Peut-être vous laisser un dernier mot pour finir sur ce débat. Oui, il y aura plein de trucs à dire. Peut-être... Je sais pas, j'hésite tellement il y a des messages qu'on voudrait faire passer. Je pense que c'était déjà hyper dense. Peut-être deux mots très rapides sur où on en est. Des fois, on a essayé de faire passer un message assez clair qui est la question du budget, c'est pas une question technique, c'est une question politique. Souvent, on entend des personnes qui ont envie de clore le débat budgétaire en disant il faut payer la dette. Pour ça, il faut dépenser moins. Et donc, voilà l'enjeu principal du budget. Je pense que cet élément de cadrage, il faut absolument qu'on le remette en cause. Et c'est peut-être un des mots de conclusion. Oui, la dette, ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher. Dans les 2-3 dernières années, ça a augmenté assez fortement. Aujourd'hui, ça a pris dans les 3 dernières années 40 milliards d'euros par an. Bref, ça augmente très vite parce que les taux d'intérêt augmentent. C'est une des coordonnées du problème. Moi, j'ai pas de problème moral à payer de la dette. Petite parenthèse, la dette, on la rembourse jamais. C'est-à-dire que quand l'État, contrairement à un ménage, l'État arrive au bout, à l'échéance de son emprunt,
il réemprunte pour payer le même emprunt. Et donc, il fait rouler cette dette-là plutôt qu'il ne la rembourse. Donc, on ne remboursera jamais notre dette, on ne l'a jamais remboursée. Ça, c'est un premier point majeur. On nous dit, il y a je ne sais plus combien de milliers d'euros qui naissent sur chaque petit enfant en France. Il va falloir les rembourser. C'est faux, on ne les rembourse pas, on les fait rouler. Ça, c'est la petite parenthèse technique. Mais donc, il y a un sujet de dette. Moi, j'ai un problème. Un des problèmes que j'ai avec la dette, c'est que j'aime pas jeter de l'argent par les fenêtres. C'est de l'argent qui sert à rien, qui va pas financer l'éducation, l'hôpital ou autre. C'est un des sujets. Un deuxième sujet, au moins tout aussi important, c'est la crise climatique. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est quand même assez massif et on sait que ça va coûter extrêmement cher que d'y répondre et encore plus cher que de ne pas y répondre. Et ça se chiffre, les rapports Pisani-Ferry-Mahfouz nous disent, c'est 2 points de PIB au moins à horizon de 2030, c'est 70 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent qu'il va falloir mettre là. Deuxième élément du problème. Troisième élément du problème, et Agathe et Fabien en parlaient tout à l'heure, c'est la question des services publics, et notamment de la rémunération dans les services publics. Aujourd'hui, on a une forme d'effet boule de neige, les conditions se dégradent, donc les gens ont envie de se barrer dans un contexte de mauvais salaire, et il n'y a plus besoin de nouvelles réformes pour dégrader les services publics, ils continuent à se dégrader tout seuls. Et donc en fait, on a un problème qui n'est pas unique sur la question de la dette, et il faudrait réduire les dépenses. On a un problème avec 3 coordonnées. Et on a 3 écueils. Il ne faut pas qu'on jette plus d'argent par les fenêtres. Il faut urgemment qu'on réponde à la crise climatique. Il ne faut pas qu'on laisse s'aggraver la crise des services publics. Donc c'est ça, je pense, les enjeux du budget. Pour ça, ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent et il va falloir aller le chercher quelque part. On sait, c'est la dernière chose qu'on sait avec certitude, c'est que les caisses ont été vidées depuis 2017. Il y a une excellente note de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui dit depuis 2017, toute l'aggravation du déficit budgétaire est due non pas à une augmentation des dépenses, mais à une baisse des recettes. Donc je pense que c'est ça, en tout cas si on veut retenir quelques éléments politiques de la discussion sur le budget, c'est celle-là. Il y a 3 écueils qu'il faut éviter. Il y a une certitude qu'on sait sur d'où vient l'aggravation du déficit. C'est par les baisses de recettes. Il va y avoir un enjeu de recettes. On l'a dit, l'enjeu des recettes n'est pas suffisant. Il va falloir aussi mieux financer les services publics et la transition écologique. La bifurcation, on l'appelle comme on veut. Ça va être probablement un des enjeux politiques les plus importants. Et peut-être que c'est là-dessus en tout cas, nous, on voudrait terminer. Peut-être que Marie voudra compléter. Mais pour bien avoir les idées claires au moment où on va chercher de plein de manières, on va se les faire embrouiller dans le débat politique qui va arriver. Donc on entend bien le message, un certain nombre d'urgences auxquelles il faut que le budget réponde. C'est ça la priorité, en soi la dette, comme tu le dis, on l'a fait rouler quoi. On l'a fait rouler pour l'avenir. Je vais vous laisser peut-être conclure aussi du côté des camarades, peut-être un petit point quand même sur les revendications de l'intersyndicale sur ce budget et puis sur les mobilisations à venir, parce que c'est là-dessus je pense que c'est globalement d'ailleurs ce qui est ressorti de ce débat, c'est que nous, les syndicats, même le mouvement associatif, le mouvement social a toute sa place au final dans ce débat budgétaire parce que tout ça, c'est avant tout du rapport de force parlementaire pour certains, mais citoyen pour d'autres et dans la mobilisation, quoi. Je vous laisse choisir qui parle. Oui, c'est tout à fait du rapport de force, d'autant que, en fait, dans le rapport de force, il y a plusieurs acteurs. Il y a le mouvement syndical associatif, tu en as parlé, et puis de l'autre, il y a le mouvement patronal notamment, et on l'a vu s'est beaucoup mobilisé ces dernières semaines pour porter sa vision du budget. Sur, par exemple, le sujet des exonérations de cotisations dont j'ai parlé tout à l'heure, il est très remonté en disant il faut surtout pas les réduire, alors que c'était justement, on l'a vu au précédent budget de l'année dernière, le gouvernement avait dit, bon, sur les exonérations, là, ça commence à faire beaucoup trop d'argent public, donc on va réduire. Ils avaient comme objectif de réduire de 5 milliards. Et en fait, à la fin de l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ils ont accosté à 1,6 milliard. Donc il y a eu une énorme pression patronale sur le débat budgétaire. Et donc nous, on peut aussi mettre une énorme pression salariale, syndicale, pour tirer dans l'autre direction. J'ai fait une petite erreur d'ailleurs sur le rapport Bozio-Wasmer. Excusez-moi, c'est le chapitre 6 qui est problématique. Ne te pardonnons. Donc je me corrige. Sur les revendications de l'intersyndicale, je les ai données tout à l'heure, mais c'est
L'objectif, dans le communiqué de presse de l'intersyndicale, l'idée, c'est l'abandon de l'ensemble du projet de budget qui a été proposé par François Bayrou à la mi-juillet. L'abandon du coup du doublement des franchises médicales, de l'année blanche. L'année blanche, on l'a dit, c'est on bloque, on gèle le montant des prestations, donc il n'augmente pas avec l'inflation. Donc c'est les pensions, toutes les pensions des retraités, les prestations sociales, les salaires des agents de la fonction publique et le budget des services publics, c'est ce qu'a dit Fabien. Le budget prévoyait aussi la suppression de 3000 postes de fonctionnaires alors que les services publics sont déjà à l'os, une réforme de l'assurance chômage et puis il y avait aussi dans le package des projets de réforme du code du travail, des attaques contre le 1er mai. Donc tout ça, il faut que ce soit abandonné évidemment avec en tête de pont la question des retraites. Il faut impérativement revenir sur la réforme des retraites qui a fait passer l'âge à 64 ans. Et s'agissant des retraites, il y a un grand rendez-vous cette semaine, vendredi, devant le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, qui sont les retraites complémentaires des salariés du privé, qui concernent plus de 13 millions de personnes, avec des parts de retraite complémentaires qui représentent entre 30 et 60% de la pension pour les gens. Donc c'est très important aujourd'hui, les retraites complémentaires. Il y a une mobilisation à organiser vendredi 17 devant le CA de l'Agirc-Arrco à Paris, donc dans le 12e, mais aussi devant les chambres du commerce dans les autres régions, les caisses de retraite, le patronat local, etc. Pourquoi ? Parce que va se négocier ce jour-là la question de la valeur du point des retraites complémentaires et la question de son évolution par rapport notamment à l'inflation. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher pour nous une amélioration de ce point de retraite complémentaire et surtout, et c'est là le lien avec le budget, c'est qu'il y a 2 ans, le gouvernement, il a vu les milliards d'euros des retraites complémentaires et il a voulu à ce moment-là les ponctionner. Les syndicats l'ont empêché à l'époque, donc c'est très important de conserver cet argent parce que c'est nous qui cotisons et c'est à nous qu'il doit revenir via nos retraites. Donc vous avez compris, ça se mobilise partout, tout le temps en ce moment, le 17 octobre, devant l'Agirc-Arrco à 10h30, Paris 12e. Tout à fait. Voilà, donc marquez bien la date, on compte sur vous. J'espère que cette émission vous a plu. C'était une première pour nous. On va en faire d'autres. Abonnez-vous à la chaîne Twitch. En plus, avec l'algorithme, etc., bon, ça nous permet d'être davantage vus. Cette émission, elle est financée par les organisations syndicales. Et comment on la finance ? Eh ben, ni avec vos dons, ni avec la publicité. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, syndiquez-vous dans votre entreprise, votre administration. Menez la bagarre avec nous et à la fin, on gagnera un budget qui nous fera toutes et tous plaisir. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à toutes. Merci pour l'invitation. Merci.